Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, comme l'a dit Nicolas, je suis économiste de formation et je vous propose de chausser mes lunettes d'économiste pendant 20 minutes pour faire une petite rétrospective historique en lien avec notre système économique et ce qu'on appelle la croissance. Alors, on va démarrer. Qu'on appelle la révolution industrielle, et c'est de ça qu'on va parler en particulier, et de la nouvelle révolution, entre guillemets, numérique, qui est déjà démarrée, mais qui est quand même encore à nos portes. On est qu'au début, probablement. Alors, je vais vous montrer plein de graphiques, hein. On ne va pas aller dans le détail, vous les avez sûrement déjà à peu près tous vus, mais c'est juste l'ordre et l'histoire que je souhaite vous raconter. Donc, si on prend la taille de la population mondiale, on voit que depuis fort longtemps, de nouveau, on avait une population mondiale assez stable. Et en fait, c'était simplement dû au fait que le nombre de naissances était à peu près égal au nombre de décès. Et donc, la population n'a pas cru de manière vertigineuse, contrairement à ces 2 derniers siècles, où on voit alors une augmentation phénoménale, hein, c'est vraiment une courbe incroyable, à partir notamment du 19e siècle, mais déjà un peu avant. Et c'est ce qu'on appelle les transitions démographiques, vous le savez, avec une baisse de la mortalité, alors d'abord infantile, mais aussi la mortalité à tout âge. Et dans un premier temps, le taux de fécondité qui est resté assez constant. Donc les femmes faisaient autant d'enfants, mais les enfants mouraient moins, hein, si on veut résumer. Et donc ça a augmenté le stock de population de façon assez exceptionnelle. Et on a quand même fait x8 la population mondiale en 2 siècles. Ça s'était encore jamais arrivé à ce niveau-là. Et cette transition, donc oui, je vais vous donner toujours 2 repères temporels dans tous les graphiques, comme ça vous pouvez vous repérer dans les différentes tendances. Donc le premier point c'est 1850, le deuxième c'est 1950, ça fait juste 2 jalons historiques à suivre sur ces graphiques. Alors si on fait un petit zoom sur les 2 derniers siècles, donc on voit cette augmentation phénoménale de la population mondiale qui est due à ces transitions démographiques qui ont eu lieu à des moments différents, plus continues en Europe et dans le continent nord-américain, et on voit avec une augmentation phénoménale du côté de l'Asie à partir du 2e repère temporel, là, au milieu du XXe siècle. Donc, je vous ai chaussé de mes lunettes d'économiste. Donc, en économiste, on se dit, OK, ça c'est plus de main-d'œuvre, plus de consommateurs, c'est plutôt bien pour les marchés, ça augmente la taille des marchés, ça augmente la croissance économique, l'activité économique. Alors, comment est-ce qu'on mesure cette croissance, justement, croissance économique? On a l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, en anglais le GDP. Et si on regarde l'évolution de cette croissance économique, eh ben on voit que ça suit exactement la même courbe, hein, c'est-à-dire que c'est très plat pendant à peu près 2000 ans, enfin 1800 ans là sur le graphique. Et tout à coup, on a cette augmentation phénoménale qui démarre. Vous voyez vos 2 jalons historiques, là, les 2 points entourés, donc 1850 et 1950. Donc, on a exactement la même courbe. Alors, le PIB, c'est quoi? Fondamentalement, c'est une mesure qui a été inventée ou, disons, développée par un économiste, Simon Knuset, en 1934, sauf erreur, sur mandat du gouvernement américain, dans le cadre de la mise en place de la comptabilité nationale. Et donc, c'est une mesure comptable, rien d'autre, qui mesure, on peut la voir sous différents angles, mais on peut le voir sous l'angle de la production. Donc le PIB, c'est la somme de toutes les valeurs ajoutées produites par les entreprises, industries d'un pays. On peut aussi le voir sous l'angle de la consommation, et le PIB, c'est la somme de tout ce qui est consommé, toute la valeur qui est consommée. Donc c'est cette valeur comptable-là qu'on utilise aujourd'hui encore, hein, comme jalon principal pour juger de la performance économique d'un pays et même d'une entreprise en termes de croissance économique. Et donc, depuis 1900, on a un taux de croissance par an qui est de 3%, alors que pendant quasiment 1800 ans sur ce graphique, on n'en avait pas. Alors, je vous ai dit que la population mondiale avait explosé, donc évidemment, on peut se dire plus de consommateurs, plus de producteurs, plus d'activité économique, donc le secteur économique, enfin les marchés économiques augmentent, c'est normal. Mais si on corrige
par la population. Donc là, vous voyez le même graphique sur les 2 derniers siècles ou 3 derniers siècles, mais le PIB par habitant dans le monde, c'est une moyenne, évidemment. Ça vaut pour le terrien moyen. On ne sait pas vraiment qui c'est, mais c'est ni l'Africain ni le Suisse, quelque chose à peu près entre deux. Donc on est juste sur des moyennes, mais on voit cette augmentation qui a on voit les mêmes tendances, hein, donc assez plat jusque vers 1850, une première augmentation, et ensuite une tendance qui s'accélère à partir du milieu du XXe siècle, malgré le fait qu'on a corrigé par la population qui augmentait. Donc il n'y a pas que le fait de l'augmentation du nombre de consommateurs et du nombre de main-d'œuvre, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé à ce moment-là. Et puis, pour la petite histoire, vous voyez dans le haut de la courbe, là, vers depuis les années 2000, donc on a le dernier petit décrochage à la fin qui est le Covid. Et le petit décrochage juste avant, c'est la crise financière de 2008. Là, c'était la récession économique de 1990, le plat vers la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on voit tous ces petits accidents de l'histoire économique dans ces courbes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, à ces époques-là? Je vous ai dit, c'est la révolution industrielle. Et oui, alors là, évidemment, c'est plus de richesse pour chacun, donc c'est plutôt une bonne chose. On a un système économique qui permet de créer de la richesse, et on peut regarder encore, ça c'est des chiffres de Piketty, de l'économiste Piketty français qui a travaillé à Paris, qui a fait un énorme travail sur les inégalités de revenus, un énorme travail historique, et on voit effectivement, si vous regardez la production mondiale, donc la deuxième colonne, de 0 à 1700, donc des années 0 à 1700, une production mondiale de 0,1% qui correspond en fait à la croissance de la population, donc avec une croissance nette qui était une production par habitant qui était nulle. Et après, ces deux périodes qui divisent là en 1820, 1913 et 1913-2012, où on voit une production par habitant qui devient positive de 0,9% et de 1,6%. Donc c'est exactement ce qu'on a vu sur le graphique auparavant, cette accélération. Donc on crée de la valeur par habitant, donc plus de richesse pour chacun. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la révolution industrielle. Alors finalement, c'est quoi? Je dirais qu'il y a deux choses principales à se souvenir. C'est une nouvelle organisation du travail, hein, le taylorisme avec la spécialisation du travail, les nouvelles organisations du travail, le Fordisme, vous vous souvenez des chaînes de montage, des voitures Ford, où on a divisé le travail, spécialisé le travail. Mais c'est aussi et surtout la mécanisation et le recours aux machines. Et quelles machines? On a, dès le début du 19e siècle, la machine à vapeur, inventée par James Watt, et qui carbure au charbon. Et dès le début du XXe siècle, et en particulier à partir du milieu du XXe siècle, les moteurs à essence qui carburent au pétrole, notamment au gaz naturel. Et donc ces machines-là, elles ont permis de décupler la force humaine. Donc le travail, c'est rien d'autre. Disons, avant cette période-là, on avait déjà des machines à vent, des machines à eau, qui étaient peu fiables et peu efficaces. En utilisant les combustibles fossiles, ce qu'on a réussi à faire, c'est décupler la force humaine et donc décupler ce qu'on appelle en économie la productivité. Si vous prenez un exemple, vous avez un terrain de foot et vous devez le terrasser. Si vous prenez des hommes armés de pelles et de pioches, il vous faudra des dizaines d'hommes pendant plusieurs semaines pour terrasser le terrain. Si vous prenez une pelleteuse et un seul homme, en un après-midi, il a fait le job. Quand un homme monte dans une pelleteuse, c'est comme si vous lui donniez à peu près 10 000 bras. Donc ce décuplage de la force, il est dû notamment à la création de ces machines, mais au recours aux énergies fossiles qui permettent justement de créer cette force de travail. Donc ça a permis tout ça d'augmenter la productivité de notre appareil productif. Ça a permis aux hommes de moins travailler, de commencer à avoir du temps pour faire autre chose, des loisirs notamment, de voyager. Ça a amené énormément de choses, comme on le verra. Et toutes ces activités annexes ont aussi contribué à l'augmentation de l'activité économique et ont alimenté toujours ce qu'on appelle donc le PIB, qui est la mesure de l'activité économique d'un pays. Alors, ces énergies, comme je l'ai dit, ces machines, elles se basent sur des sources d'énergie. Donc, si on regarde toujours sur les 2 derniers siècles, l'utilisation, le recours aux énergies, à différentes énergies, dont les énergies fossiles,
eh ben, sans surprise, vous retrouvez exactement les mêmes courbes. C'est-à-dire qu'on a d'abord l'utilisation du charbon, puis l'utilisation de plus en plus importante du pétrole, du gaz naturel, après le nucléaire, l'hydraulique, et puis dernièrement, différentes énergies renouvelables qui sont apparues. Donc en fait, ce qu'on a créé dans notre système économique, c'est inventer des machines, les nourrir d'un carburant qui rend le travail plus efficace, qui permet d'avoir une meilleure productivité et qui a créé de la valeur au sens des indicateurs qu'on utilise pour mesurer ce qu'on appelle la croissance économique, qui n'est rien d'autre que la somme de tout ce qui est produit ou de la somme de tout ce qui est consommé. Là, je vous remets juste la courbe du PIB. Hein, vous voyez bien que c'est droit la même, hein, à peu près. Donc, il y a vraiment une corrélation extrêmement forte entre ces deux éléments-là. Alors, qu'est-ce que tout ça, ça a permis? Ben, forcément, si on regarde la distribution du revenu, donc là, on a 3 périodes, 1800, 1975 et 2015. Vous avez sur l'axe horizontal, c'est toujours le même, bon, on voit bien, c'est assez grand, mais le même axe. C'est le nombre de dollars. Alors, c'est des dollars qui sont corrigés par l'inflation, par la parité de pouvoir d'achat. Donc, c'est comparable, c'est rendu comparable de la population mondiale par continent. Et on voit qu'en 1800, on avait quand même une grosse partie de la population mondiale qui était sous la ligne de la pauvreté extrême. Donc, ça, c'est une ligne qui est déterminée par l'ONU, par les Nations Unies. Et en gros, on était dans une situation plutôt de survie, on va dire. Et ce passage-là a permis de créer énormément de richesses, de valeurs économiques. Et on voit le passage d'épaule de l'Europe en 1975, enfin, elle avait déjà passé, du continent américain. Et puis l'Asie qui est passée après, donc qui a connu une industrialisation un peu plus tardive. Et l'Afrique qui est toujours malheureusement dans une situation encore de non-passage d'épaule, si je peux le dire, pour d'autres raisons. Bref. Alors, ce qu'on voit là-dessus, c'est une augmentation des richesses en moyenne pour tous. On voit aussi un élargissement de la diffusion de la distribution, c'est-à-dire la différence entre le plus riche et le plus pauvre, donc une augmentation des inégalités. Donc, c'est ces deux choses que notre modèle a créées, mais il ne faut pas oublier cette amélioration-là. Et dans ce sens, la croissance économique, on peut le dire, est une bonne amie. L'autre élément, alors il y en a d'autres qu'on pourrait montrer, mais qui est important, c'est l'effet sur l'espérance de vie. Donc ça, c'est l'évolution de l'espérance de vie toujours dans les différents continents. J'ai remis les repères temporels. Et on voit que chaque continent a eu à un moment donné cette augmentation de l'espérance de vie qui a évidemment elle-même contribué à la transition démographique, qui a elle-même contribué à l'augmentation de l'activité économique et qui a alimenté cette croissance économique. Et cette amélioration de l'espérance de vie, elle est d'abord due aux améliorations de conditions de vie, amélioration de l'hygiène. Et il y a des tas de choses qu'on a pu faire avec ces nouvelles ressources, ces nouvelles machines, cette nouvelle force de production pour sécuriser notre alimentation, pouvoir réfrigérer, mieux garder les aliments, pouvoir stocker des aliments, pour se chauffer, mieux faire les maisons. Enfin, il y a des tas de choses qui ont été très, très importantes dans l'explication de l'augmentation de l'espérance de vie, et aussi la production des vaccins, et aussi des traitements et la médecine, mais pas que. On a souvent l'impression que c'est ça qui explique l'espérance de vie, mais plutôt à la marge. Voilà, et oui, essayez de faire une seringue ou des choses comme ça sans recours du tout aux énergies fossiles. Je ne suis pas sûre que c'est vraiment possible. Donc tout ça, c'est un système qui a produit beaucoup de choses et des choses positives si on regarde ces deux derniers éléments. Alors maintenant, on est à l'aube ou au début ce qu'on appelle parfois une révolution numérique. Et c'est vrai qu'au niveau de la croissance économique, les économistes s'inquiètent un peu parce qu'elle a tendance un peu à s'essouffler. Hein. On sait que depuis le début des années 2000, les croissances dans les pays développés, c'est plus tout à fait ça. On aimerait bien avoir 4-5% de croissance et on est plutôt à 1,5%. Et une partie de cette croissance, en plus, elle est soutenue par l'acquisition de dettes des pays pour soutenir l'économie. Alors on peut se dire, OK, on a ces nouveaux robots intelligents qui arrivent. Est-ce que ce ne serait pas une manière de soutenir à nouveau la croissance par l'augmentation encore de la productivité? Alors ces robots ou ces
tout ce domaine numérique et d'intelligence artificielle est nourri à l'électricité, donc aussi des sources d'énergie à trouver derrière. Et en fait, on pourrait imaginer notre pelleteuse qui n'a même plus besoin d'ouvriers. Elle suit un plan d'urbanisation qui a été décidé par une intelligence. Le matin, même toute la nuit, hein, parce qu'on s'en fiche qu'elle travaille 24/24, la pelleteuse contre les humains, eh ben, elle va sur son terrain, elle terrasse, et puis elle va à un autre, puis elle terrasse, et puis voilà. Donc on pourrait imaginer un monde où on laisse les machines travailler, on les dote d'une certaine intelligence, on les laisse travailler. Et il y en a qui pensent que ça permettra de créer des nouvelles richesses et qu'on pourra peut-être laisser les machines travailler et se garantir un revenu universel et s'occuper de notre bien-être de lundi au dimanche de 24 heures sur 24. Ça, c'est un mode de pensée, mais en fait, toute cette production et cette croissance économique, elle vient en fait, on a l'impression qu'on a créé un modèle qui s'auto-alimente et qui permet d'augmenter sans cesse cette croissance de manière infinie ou éternelle. Et finalement, elle ne tombe pas du tout du ciel. Donc, on l'a juste exploitée et extraite du sol, si on veut bien, d'utiliser ces ressources naturelles pour créer cette production et notamment l'énergie qui alimente les machines. Donc, on est parti en fait de biens parfaitement gratuits qui sont devenus parfaitement payants. Et entre deux, on a utilisé notre ingéniosité et on a créé des marchés pour les vendre. Donc, on n'a pas créé quelque chose de nulle part. Ce qu'on a surtout fait, c'est extraire des ressources de notre planète et on a oublié quelques fondamentaux. Moi, je suis économiste et la première leçon qu'on vous apprend, donc le premier cours quasiment d'économie, c'est ce qu'on appelle la rareté. On vous explique qu'il n'y a pas de marché économique quand il n'y a pas de rareté. La rareté, c'est la base de l'activité économique. Il faut allouer les ressources de la meilleure manière possible. En 1803, on a Jean-Baptiste Say, ici un économiste français, qui disait « Les richesses naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrons pas gratuitement, ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. » En même temps, il y avait d'autres penseurs qui disaient « Non, 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 attendez, il doit y avoir une rareté. » À cette époque-là, il faut vous dire qu'il y avait 1 milliard d'humains sur Terre, donc c'était un peu moins, disons, inquiétant que maintenant, on va dire, en termes de besoins. Et on n'avait pas du tout la même connaissance des sols et de tout ce qu'on a maintenant comme information sur les ressources naturelles. Donc on peut encore excuser un peu Monsieur Say là, mais il y avait déjà à l'époque des penseurs qui n'étaient pas d'accord avec ça, mais on a suivi le chant des sirènes comme souvent, et on s'est dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème avec les ressources naturelles, elles ne sont pas rares, donc on peut y aller. Le deuxième chose très importante en économie, ça doit être le troisième cours, on vous explique la rareté et donc la nécessité d'un marché économique pour allouer les ressources, et après on vous dit attention aux externalités, parce que s'il y a des externalités, il faut être vachement prudent, parce que suivant comment, ça va biaiser votre système d'allocation des ressources. Et de nouveau, on s'est gentiment assis dessus, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout pris en compte les externalités de cette force de travail qu'on a créée avec les machines et le recours notamment aux énergies fossiles. Donc on a ici la pollution, enfin les décès dus à la pollution de l'air en 2015, où le FMI qui a évalué le coût, donc les externalités des énergies fossiles à 6 000 milliards d'euros en une année. Et ces 6 000 milliards d'euros, en fait, on ne les a pas intégrés dans notre système économique. Donc ces deux fondamentaux-là ont vraiment manqué dans la construction de notre logique économique et dans la manière dont on alloue les ressources. Donc on a d'un côté épuisé, si on veut, ou contribué à épuiser des ressources naturelles qui se renouvellent, mais à une échelle temporelle qui n'a rien à voir avec l'échelle humaine, pour la plupart. Et puis d'un autre côté, on a créé des externalités. Alors ici, vous avez le même graphique, mais pour l'émission de CO2 dans le monde, toujours par région du monde. Et sans surprise, on a exactement les mêmes tendances, c'est-à-dire une folle augmentation depuis le milieu du XXe siècle, avec une augmentation énorme des émissions de CO2 dans l'atmosphère et des impacts et des externalités sur la santé de l'environnement, mais aussi bien sûr sur la santé humaine, qui pose énormément de problèmes et de plus en plus, et on est en train de découvrir aujourd'hui l'étendue des dégâts. Des fois, je me dis qu'on est un peu comme dans une situation
de gueule de bois. Vous savez, on s'est bien amusé, on a bien fait la fête, puis le lendemain, c'est dur. Le problème, c'est que là, il ne va pas y avoir juste un paracétamol à prendre et puis ça va passer. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors, si on regarde maintenant la question de la numérisation, parce qu'il y en a quand même qui nous disent que c'est la solution. Bon, je vais laisser Christian Lewis parler après parce qu'il est bien plus compétent que moi pour raconter tout ça, mais en gros, on n'est pas forcément bien barré. C'est énormément consommateur d'énergie, comme vous le savez. Et on est en face d'une espèce de course à l'armement dans le domaine notamment de l'intelligence artificielle, de construction des data centers, sans vraiment se poser la question de l'épuisement des ressources naturelles ou des externalités qu'on va produire. Donc on est dans le même modèle. On a pourtant de quoi apprendre du passé, mais on n'intègre pas ça dans nos systèmes économiques aujourd'hui. Donc on a une impression comme ça, en tout cas moi j'ai une impression de replay, en espérant que ça va amener des solutions, et on voit bien qu'il y a quand même un problème de fond, c'est que nos modèles ne sont pas bien conçus. Et même si on avait une source d'énergie, on peut rêver, hein, totalement propre, totalement infinie, totalement éternelle, qu'on pourrait capter pour nourrir nos machines, l'appareil productif lui-même génère des déchets. La production, la distribution, la consommation, à chaque fois. Et tant qu'on n'est pas complètement capable de recycler ces déchets correctement, on a de toute manière des problèmes d'externalité. Je crois qu'il n'y a que la nature hors de l'humain qui a réussi à gérer ça. Mais là, nous, on n'est pas très bon, en fait, actuellement. Et ces problèmes d'externalité, je l'ai déjà dit, elles ont beaucoup d'effets sur la santé humaine. Et elles ont des effets, évidemment, vous connaissez le graphique là des limites planétaires. Donc on a d'un côté épuisé nos ressources, ou en tout cas contribué à épuiser une partie de nos ressources naturelles, et on a explosé les limites planétaires avec des externalités massives. Et ce qui est quand même un peu absurde dans ce modèle-là, c'est que ça a des impacts sur la santé, et la manière dont on y répond, c'est de produire des soins, toujours plus de soins, de développer toujours des nouvelles solutions pour soigner, pour réparer la santé. Et comme vous le savez probablement, l'industrie des soins est une des industries les plus polluantes et qui a le plus d'externalités négatives sur la santé. Et donc, on est dans une sorte de boucle de rétroaction. Et ce qui est quand même assez terrible, je trouve le comble du truc, c'est qu'en fait, tout ça, ça contribue à augmenter notre PIB. Parce que les séjours hospitaliers, les médicaments, le nettoyage des océans, des pollutions du sol, ça fait partie du PIB. Donc en fait, on a créé un système qui a oublié quelques fondamentaux, qui utilise des boussoles biaisées, qui nous font penser qu'on est dans un système de croissance permanente. Or, on est dans un système en fait où l'humain s'enrichit de sa propre perte. Si on pense à l'enrichissement en termes de PIB. Voilà, donc moi, ça me laisse vraiment un peu pantoise. Je dois dire que par rapport à tout ce que j'ai appris de mes profs, mes éminents profs d'HEC, je suis un peu perplexe et j'ai bien envie de jeter le PIB par-dessus bord et de trouver d'autres boussoles pour qu'on suive les bonnes étoiles et de remettre les fondamentaux dans les systèmes économiques. Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup qui y réfléchissent, mais on voit que ce n'est pas forcément ce qui est primordial et ce qui est pris en avant par les gouvernements et les actionnaires, parce qu'il n'y a pas que les gouvernements, qui sont encore très, très accrochés au concept de croissance matérielle. Donc, il y a du boulot.